Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mes invités aujourd'hui sont Dimitri Manessis et Jean Vigreux. Bonjour Dimitri, bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. Dimitri, vous êtes docteur en histoire, spécialiste du mouvement ouvrier et du communisme. Et Jean, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, directeur de la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Et votre dernier livre, Rino Della Negra, footballeur et partisan, est paru aux éditions Libertalia. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Libertalia, c'est une maison d'édition indépendante créée en 2007 à Montreuil, en région parisienne. Donc ça, c'est pour l'introduction côté histoire. Et le livre raconte le destin exceptionnel d'un jeune footballeur recruté par le club du Red Star. Et donc, côté football, vous devez me dire quel club vous supportez, Dimitri et Jean. Bon, alors pour moi, ça va être sans originalité le Red Star, même si j'ai des origines grenobloises qui me font regarder avec une vive sympathie les efforts du GF38. Et vous, Jean? Bon, moi, j'ai pas vraiment de club attitré. Alors, par sympathie et pour la mémoire de Rino, je vais dire le Red Star. Mais moi, ce qui compte, c'est le beau jeu. Il y a aucun souci. Et comme je suis d'une génération plus ancienne, j'ai grandi avec l'épopée des Verts. Donc, on va dire le Saint-Étienne des années 70. Bon, donc le vert couleur commune avec celle du Red Star. On va l'appeler Rino tout au long de cet entretien, si vous en êtes d'accord. Rino, né le 18 août 1923 dans le Pas-de-Calais. Ses parents sont d'origine italienne et à l'époque, l'émigration italienne en France était liée soit au travail, soit à la fuite du fascisme. Dans quel cadre, Dimitri, se situe la famille de Rino? La famille de Rino, elle provient essentiellement effectivement d'immigration dite économique, c'est-à-dire ces masses de travailleurs étrangers que la France appelle au lendemain de la Première Guerre mondiale. N'oublions pas la guerre, les destructions, l'occupation d'une partie du territoire, des territoires du Nord, du Nord-Est par l'armée allemande. Et donc il y a un besoin de main-d'œuvre et le père de Rino, briquetier, va arpenter les chantiers du Nord et va faire venir sa famille auprès de lui. Et c'est pour cette raison que Rino, d'une famille originaire du Frioul, va naître à Vigny, une petite ville près de Lens, dans le bassin minier. Et c'est donc au gré des embauches du père que la famille finira par s'établir 3 ans plus tard à Argenteuil, en région parisienne. Et que représente Argenteuil à ce moment-là? Donc on est en 1926. Quand on est un émigré italien, Argenteuil a une signification particulière, non? Alors oui, effectivement, Argenteuil, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe où pour ces gens, puisque ils vont se retrouver dans le quartier de Mazagran, qui s'appelle à l'époque Mazagrande, qui est surnommé à l'époque Mazagrande parce que c'est la petite Italie d'Argenteuil, comme on dit à l'époque. C'est une petite Italie qui se reconstitue à la fois pour des raisons économiques, nous l'avons dit, mais aussi, vous l'avez précisé également, pour des raisons politiques. Il y a la constitution, ou plutôt la reconstitution, de réseaux de sociabilité politique à Argenteuil, de réseaux de sociabilité antifascistes, et antifascistes au sens large, des communistes aux socialistes, de la gauche, des républicains, des anarchistes, des syndicalistes, qui se retrouvent et qui militent pour continuer le combat qu'ils ont dû abandonner de l'autre côté des frontières puisqu'ils devenaient trop dangereux. Et Jean, tout au long de son adolescence, Rino côtoie des amis et des connaissances dans son quartier, dont certains ont un engagement politique, syndical, certains, vous dites, s'engagent dans les brigades internationales et vont combattre le franquisme en Espagne. Est-ce que Rino suit cette trace de ses connaissances, de ses fréquentations par uniquement un effet d'entraînement, ou est-ce qu'il a des convictions politiques ancrées très tôt? Alors, bien sûr, on peut dire il suit ses aînés, puisqu'ils ont 3-4 ans de plus que lui, mais n'oublions pas, et Dimitri l'a dit, que il vit dans ce quartier Mazagran, ou appelé Mazagrande, plus d'un tiers des Italiens de la ville d'Argenteuil vit dans ce quartier, et il y a une sociabilité forte, puisque
quelles que soient les familles, que ce soit Simonazzi par exemple, ou que ce soit aussi Inès Sacchetti, qu'il retrouvera plus tard dans la guerre, toutes ces familles sont marquées par un antifascisme et il baigne en quelque sorte dans cette culture de l'antifascisme italien et la sociabilité, les cafés où il se rencontre, les clubs sportifs où il est présent, puisque très très tôt il entre à la FSGT, donc la Fédération sportive géminique du travail, qui participe de cette culture politique d'une éducation populaire, mais en même temps marquée par l'antifascisme. On peut dire que il est à la fois entraîné, on va dire, par les aînés, mais aussi c'est dans un milieu. Donc c'est pas simplement un suiviste, c'est aussi une forme de sociabilité, une forme de camaraderie qui existe. Je vous pose la question notamment parce que, bon, à la fin du livre, évidemment, spoiler, Rino va être arrêté par les Allemands et les autorités françaises. Et dans leur expression, ses motivations politiques à lui, au sein du groupe, sont toujours occultées. On le présente comme le footballeur du groupe. Oui. C'est vrai qu'il n'a jamais été encarté. Donc, où se situe la vérité? La vérité, elle est multiple. Puisqu'il n'y a jamais une seule vérité. Il est dans un milieu communiste. D'ailleurs, quand vous reprenez dans le livre, on a mis l'archive issu du service historique de la défense sur le procès Manoukian. Devant son nom, il y a un K rajouté à la main. Ça veut dire que pour les autorités allemandes, il est perçu quand même comme un communiste, et ça participe bien sûr de la dénonciation des communistes résistants, du parti de l'étranger et des logiques judéo-bolcheviques qui sont dénoncées dans le nazisme. Ça, il n'y a aucun souci. Et puis, bien sûr, n'oublions pas que à ce moment-là, il est tout jeune, il a 20 ans lorsqu'il est arrêté. Donc l'engagement politique, à 20 ans, il y a très peu de monde qui avait sa carte politique à l'époque, d'autant plus qu'on était dans une période de clandestinité où le Parti communiste était interdit, mais on va dire qu'il fait partie de la galaxie, de la famille, non seulement en étant entré à l'usine très tôt à l'âge de 14 ans, non seulement en ayant eu ses proches amis qui sont partis dans les interbrigadistes dans les brigades internationales, mais aussi avec les grèves du Front populaire. Bref, il a eu son adolescence et son entrée dans la vie active par une socialisation au moment du Front populaire. Du point de vue sportif, Dimitri, Rino présente très tôt des aptitudes hors du commun. Vous rapportez un article de presse dans lequel on indique qu'il court le 100 mètres en 11 secondes 4 dixièmes à l'âge de 18 ans. Et au football, il occupe le poste d'ailier droit. Il va jouer dans plusieurs équipes de la région et essentiellement dans le sport corpo. Est-ce que cette voie-là, à l'époque, permettait d'accéder au haut niveau? Est-ce que c'était le haut niveau? En tout cas, c'était un joueur de haut niveau amateur, puisqu'il n'a jamais eu l'occasion et la chance de passer professionnel, ce qui, sans faire d'histoire fiction, aurait très bien pu arriver. Rino, c'est effectivement quelqu'un, vous l'avez rappelé, qui évolue dans différents types de clubs. D'abord, il faut souligner qu'il évolue, comme c'est quasiment la norme à l'époque, dans des clubs omnisports. C'est-à-dire que même si le football va être la grande passion de sa vie, c'est un sportif accompli, complet, et qui s'illustre aussi bien au football qu'en athlétisme ou dans d'autres disciplines. Et par ailleurs, il évolue dans des clubs FSGT, comme l'a rappelé Jean, c'est-à-dire des clubs qui sont directement liés aux organisations du mouvement ouvrier, mais il va également jouer dans des clubs de type corpo, donc liés au monde de l'entreprise. Il va jouer notamment pour l'équipe de son usine, les usines Chausson à Asnières, et puis finalement il va en 1943 se faire recruter par une équipe qui est une des équipes la plus prestigieuse de l'époque, en tout cas en région parisienne, mais aussi à l'échelle nationale, c'est l'équipe du Red Star. Alors bien évidemment, c'est un Red Star qui a subi les foudres de la politique vichiste concernant le sport. Vichy déteste le football et Vichy déteste le sport professionnel. Par conséquent, Vichy va démanteler les équipes de football professionnel et le Red Star, il va y avoir, si vous voulez, un embryon de Red Star qui va se maintenir contre vents et marées, avec un statut non plus professionnel mais amateur, et c'est dans cette équipe que le jeune Rino est recruté
à la fin de l'été 1943, et ce qui est un signe de son indéniable talent sur le terrain. Aujourd'hui, le Red Star évolue en troisième division, en national, mais il faut rappeler qu'à l'époque, c'était un club très important de l'entre-deux-guerres. Hein, il avait été fondé, j'ai noté, en 1897 par Jules Rimet, qui est le futur président de la FIFA et le créateur de la Coupe du Monde. Et ce club avait remporté la Coupe de France à 5 reprises entre 1921 et 1942. Effectivement, vous avez raison, c'est un club qui vraiment a une aura assez exceptionnelle à l'époque, et effectivement, comme vous venez de le rappeler à l'instant, le Red Star, un an avant que Rino ne soit recruté, gagne sa 5e Coupe de France, alors dans des conditions certes particulières, parce que c'est un championnat qui est perturbé par bien évidemment la guerre et l'occupation, mais il gagne sa 5e Coupe de France face au FC 7. Et dans le livre, il y a un encart de 32 pages documentaires avec notamment des photos fournies par la famille et les amis de Rino que vous avez pu interroger personnellement. Et on voit Rino donc au sein des différentes équipes corpo d'Argenteuil et une photo dans l'équipe du Red Star, donc dans laquelle il signe en 1943. Mais ça n'était pas très clair pour moi. Est-ce qu'il a joué dans l'équipe du Red Star en compétition ou est-ce que c'était uniquement des matchs amicaux? Non, il a joué en compétition. Hein. Il est recruté donc à la fin de la saison 1942-1943. En juin 43, il est recruté au Red Star et il joue entre septembre 1943 et fin octobre 1943. Et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il joue en Coupe de France, il joue en Championnat de France. On a à peu près relevé 7 fois son nom sur les feuilles de match. Et puis surtout, au même moment, il est clandestin, il est résistant et il fait partie de la FTP Moy. Et ça, c'est quelque chose qui nous a surpris parce qu'il y avait toute une légende qui disait qu'il n'avait jamais joué au Red Star, qu'il n'avait pas eu le temps, qu'il avait été arrêté en novembre 43, etc. Et nous, on était un peu restés sur cette posture, je dirais, et sur cette explication qui tant bien que mal semblait s'intégrer à une chronologie normale. Mais quand on a repris et quand on a fait le bilan de ses actions, le bilan de sa vie, et bien là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisqu'en fin de compte, il était clandestin, il était réfractaire au STO depuis le mois de février 1943, il était rentré depuis le printemps chez les FTP d'Argenteuil, puis ensuite à la FTP Moy, mais tout en continuant de jouer au football. Et cette photographie, elle a été envoyée d'ailleurs après-guerre par ses coéquipiers à la famille, mais dans les archives de la famille, on a retrouvé la licence du Red Star avec les timbres payés pour toute l'année et la saison 1943-1944. Je précise pour nos auditeurs, donc STO, bien évidemment, ils auront reconnu service du travail obligatoire. FTP Moy, c'est francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée. Donc on va en parler, vous l'avez dit, Jean, l'année 1943, c'est l'année décisive dans son engagement. Donc Rino refuse la réquisition du STO et va entrer en clandestinité au mois de février. Mais en fait, vous dites c'est une clandestinité somme toute assez relative parce qu'il vit relativement librement à Argenteuil. Comment fait-il pour ne pas se faire prendre? Alors d'abord, il va quitter Argenteuil très vite. Il va quitter le domicile de ses parents pour qu'il n'ait pas d'ennui. Il va avoir une adresse à Paris. Il va vivre à la limite de Paris. Et bien sûr, c'est la logique traditionnelle de quelqu'un qui entre en clandestinité. Paradoxalement, il garde son identité pour jouer au football au grand jour, mais pour tout le reste, eh bien, il a de faux papiers. Alors, alias Châtel, alias Robin, sur l'année 1943, il a au moins deux identités. Et Dimitri, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organisent ces FTP et comment Rino est recruté au sein d'eux? Alors effectivement, je me permets de rebondir sur ce que disait Jean et sur votre question. Et effectivement, c'est une clandestinité qui parfois peut apparaître relative, d'une part parce qu'il continue à jouer au football sous son vrai nom et qu'il est recruté au Red Star sous son vrai nom, on l'a déjà dit, mais aussi effectivement parce que finalement, comme tout bon partisan, comme tout bon guerriero, il a besoin d'évoluer dans un environnement qui lui est familier et dans lequel il a des appuis. Par conséquent, même si ça peut apparaître a priori contradictoire avec des consignes de vie clandestine, il va continuer de temps en temps à retourner dans son quartier d'origine, un peu si vous voulez pour se ressourcer. Alors il va visiter ses parents, sans y loger, Jean l'a précisé, mais il va loger parfois effectivement
en fait, chez ses vieux amis, ceux qui sont partis dans les brigades internationales, ceux dont il sait que l'orientation politique lui sera sympathique, et il sait que chez ces gens, il peut obtenir abri, gîte et couvert, même s'il leur dissimule à la plupart ses activités de résistant. Comme Jean l'avait dit également, il entre en résistance au début de l'année 43. En fait, il y a une espèce de passage qui se fait très rapidement entre son statut de réfractaire au service du travail obligatoire et son passage donc de ce statut de réfractaire à celui de combattant, et de combattant armé dans la résistance, d'abord dans les francs-tireurs et partisans, qui sont donc une structure militaire établie au niveau national par le Parti communiste français et son organe politique plus large, j'allais dire le Front National, le Front National pour l'indépendance de la France. Et donc les FTP sont le bras armé de ce Front National, qui n'a bien évidemment rien à voir avec le Front National qu'on connaîtra par la suite à partir des années 70. Mais donc ces FTP vont donc accueillir Rino en leur sein à Argenteuil d'abord. Il est d'ailleurs sous le commandement d'un communiste italien. Plus tard, quand ce communiste italien, quand son premier commandant sera muté, si je puis dire, de l'autre côté des Alpes pour poursuivre la lutte dans les rangs des partigiani italiens, eh bien Rino, lui, il va intégrer ce qu'on appelle le 3e détachement italien d'une organisation interne au FTP qui sont les FTP MOI, main d'œuvre immigrée, et qui donc sont une sorte de structure très intéressante dont l'histoire globale reste encore à écrire, mais que je vous décris seulement en 2 mots. C'est une organisation qui existe depuis avant la guerre, depuis les années 20 pour être précis, qui est une organisation à la fois politique, syndicale, culturelle, associative, et qui permet en fait d'organiser dans le giron du Parti communiste français les travailleurs étrangers. Et donc vous avez ces travailleurs étrangers qui se regroupent dans ce qu'on appelle des groupes de langue. Donc vous avez les juifs yiddishophones, vous avez les arméniens, vous avez les espagnols, les italiens, les grecs, etc., les hongrois, qui se retrouvent par groupe de langue. Et donc en fait cette structure, elle va être bien évidemment interdite en 1939 avec le reste des organisations liées au Parti communiste, mais elle va se reconstituer dans la clandestinité. Et en 1942, elle va intégrer l'état-major national des francs-tireurs et partisans pour donner naissance au FTP-MOI. Donc dans le groupe de Rino, ils sont une vingtaine. Ils sont 5 Français parmi ces vingtaines, dont Rino. Et donc c'est le groupe Manouchian du nom de Misak Manouchian, le poète arménien. Quelle est la composition de ce groupe et quel est le rôle de Rino là-dedans, Jean ? Alors la composition est multiple parce que c'est jamais toujours les mêmes qui sont ensemble pour des attaques, mais effectivement ils ont tous un matricule. N'oublions pas que ils n'étaient pas connus, ils se connaissaient que par leur matricule, et celui de Rino c'est le 10 293. Peut-être il pouvait connaître bien sûr le pseudonyme. Alors est-ce que c'était Royer à un moment donné, est-ce que c'est Robin à un autre moment donné? En tout cas, ils sont dans ce groupe une fois guetteur, une fois celui qui peut lancer la grenade, une fois celui qui peut tirer au pistolet, une autre fois celui qui permet l'évacuation. Ils ont jamais le même rôle. Ça tourne, et c'est de fait, plus il y a d'action et plus ils sont aguerris au combat et à la lutte armée. Alors c'est un groupe important parce que c'est de ce groupe que les FTP-MOI vont éliminer le responsable du STO en France. Il y aura différents attentats, une quinzaine de participations que l'on a pu retrouver au moins concernant Rino, entre la période de l'été 1943 et l'automne 1943. Et puis aussi dans ces combattants, il n'y a pas que des hommes, ils sont aidés par des femmes. Et on pense en particulier à son estafette ou agent de liaison, celle qui apportait les armes, alors soit dans une poussette ou soit dans autre chose, et elle les déposait dans un parc ou à une station métro ou à un autre endroit où il les retrouvait et où il les déposait après l'opération. Eh bien, c'est Inès Sacchetti qu'il connaissait d'Argenteuil, italienne, antifasciste depuis le milieu des années 30. Donc ça permet aussi de comprendre une certaine sociabilité du groupe et de voir en fin de compte comment il pouvait fonctionner. Dans le livre, vous racontez la plupart justement de ces interventions du groupe. Pour vous, quel est le fait d'armes principal ?
Moi, je vais en retenir un parce que je le trouve symboliquement assez fort, c'est l'attaque du siège du parti fasciste en France, du parti fasciste italien à Paris, rue Sédillot. Je le signale pas forcément pour son impact militaire, mais pour son impact symbolique, parce que en fait, à travers ça, on peut imaginer, si vous voulez, le sentiment de joie et de revanche que peuvent éprouver des jeunes hommes et femmes italiens ou d'origine italienne qui, d'une certaine manière, peuvent avoir l'impression, tout à fait justifiée d'ailleurs, de continuer le combat en fait, de continuer le combat de leurs aînés, de continuer le combat de leurs aînés d'ailleurs soit en Italie, soit en Espagne. Hein. C'est la formule célèbre des frères Rosselli, hier en Italie, aujourd'hui en Espagne. Et ben là pour eux c'est hier en Italie, hier en Espagne et aujourd'hui dans les rues de Paris. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de fil rouge qui se constitue pour ces hommes et ces femmes. Et c'est voilà, c'est pour ça que moi je retiens cette attaque du siège du parti fasciste italien à laquelle Rino participe et où on peut imaginer l'impact très fort pour ces combattants. Et pour vous, Jean? Oui, effectivement, d'un point de vue symbolique, c'est la plus importante, même si toutes, hein, me semble-t-il, elles ont leur place. L'attaque aussi d'une caserne allemande, Guinemay, en tant que telle. On pourrait rajouter aussi d'autres attaques particulières. Bon, peu importe. Ce qui participe de cette action. Alors bien sûr, on pourra toujours dire, et toute une historiographie aime à dire que ça a tué pas beaucoup de monde, ça a pas beaucoup servi, etc. Sans doute, mais ça continue d'assurer cette petite flamme qui vacille avant l'embrasement général. Ça permet aussi de comprendre ce qu'est la dimension politique de la guérilla et pas simplement quelque chose de comptable et de militaire, mais aussi dans une logique, me semble-t-il, hein, qui permet de faire sentir non seulement aux Allemands, aux nazis et aux collaborationnistes français, eh bien qu'il y a des formes de résistance possibles et que ça se joue en 1943 dans un moment important de la guerre, le tournant de la guerre, la défaite allemande à Stalingrad. Ça se joue aussi dans le cadre de la reconnaissance et de l'unification de la résistance au sein du Conseil national de la résistance, ce que Jean Moulin a réussi de faire reconnaître l'autorité du général de Gaulle pour toute la résistance intérieure. Donc, si vous voulez, ces petites flammes, cette guérilla de l'année 43, menée par les troupes de choc que sont le FTP-MOI au sein de la région parisienne, hein, sur la période, eh bien, me semble-t-il, ça a un impact psychologique et un impact politique important. Je rebondis sur ce que vous avez dit, Dimitri, donc sur l'attaque contre le parti fasciste italien. Moi, j'ai noté qu'il y avait également eu un attentat à l'explosif contre la permanence du parti franciste le 27 juin 1943. Oui. Je vous en parle juste, donc une anecdote à titre personnel, puisque donc le parti franciste, c'était, je le rappelle, ou je le signale, un parti fasciste français, collaborationniste. Et la permanence était située, j'ai retrouvé ça au 39 rue Violet dans le 15e arrondissement à Paris. Et je vous le signale parce que moi, j'ai habité rue Violet dans le 15e et donc je ne le savais pas du tout. Et je suis retourné voir ce bâtiment. Aujourd'hui, c'est un bâtiment d'habitation standard. Et au rez-de-chaussée, il y a un cabinet d'hypnothérapie. Donc, on est tout de suite beaucoup plus détendu qu'à l'époque. Donc, on est plus détendu qu'à l'époque. Et n'oubliez jamais que les francistes de Bucare, c'est le seul parti fasciste financé par Mussolini qui a été marqué par une haine viscérale sur le front populaire et que les francistes de Bucare, hein, de Marcel Bucare, avaient bien sûr ce chef qui était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, mais qui s'amusait à rappeler qu'il gardait son revolver du combat qui lui avait été remis par son lieutenant qui était en train de mourir dans les tranchées et qu'il avait gardé le sang et la terre et qu'il pourrait l'utiliser contre tous ses adversaires. Et ses adversaires, c'était les rouges, c'était les juifs, c'était les communistes. Bref, une haine véritablement pour la République émancipatrice et sociale et qui fait qu'il était financé par le parti fasciste italien et qui se retrouve d'ailleurs en 1934 à Montreux en Suisse, hein, la naissance en quelque sorte de la reconnaissance de l'internationale fasciste là cette fois-ci
qui était présente là-bas. Donc, et qui va suivre jusqu'à la collaboration et le collaborationnisme jusqu'au bouddhisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez dit, donc les activités du groupe Manouchian vont avoir lieu à l'été et à l'automne 1943, et Rhino est arrêté le 12 novembre 1943, en même temps que pratiquement tous les autres membres du groupe. Dans quelles conditions ça s'est passé, et l'hypothèse notamment qu'ils ont été dénoncés a été à un moment avancé. Qu'en est-il? En fait, ce qui se passe, c'est tout simplement et tout à fait terriblement que la traque de la police française, l'étau de cette traque s'est resserré inévitablement autour du groupe. C'est-à-dire que ont été formés au sein des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris ce qu'on a appelé les brigades spéciales, donc les BS numéro 1 et numéro 2. Ça veut dire que c'est environ 200 personnes dont l'activité essentielle est de lutter contre la résistance d'inspiration communiste. Ce sont des Français et non des Allemands, hein. Absolument, absolument, oui, et précisons bien qu'il s'agit de la police française et absolument pas de policiers allemands. Et ce sont donc directement issus, je l'ai dit, des renseignements généraux. Et donc c'est une asymétrie, si vous voulez, dans le rapport de force, qui fait que les quelques 60-70 combattants des francs-tireurs et partisans de la MOI se retrouvent face à 200 policiers aguerris qui disposent de tous les moyens qu'ils souhaitent pour mener la traque. Et donc cette traque, en fait, elle va se resserrer et je synthétise, hein, mais en gros en 3 ou 4 étapes, à partir de l'été, du printemps-été 43 jusqu'à la fin de l'année 1943, des groupes des FTP-MOI tombent les uns après les autres. Alors on a des noms qui sont restés connus jusqu'à nos jours, hein. On a par exemple Henri Krasuki qui fait les frais de cette traque policière, hein, qui sera déporté à Auschwitz et qui deviendra plus tard le grand dirigeant syndical que l'on sait. Et puis vous avez également Davidovich, qui est un responsable politico-militaire des FTP-MOI, qui se fait arrêter et qui non seulement parle sous les tortures, mais qui en plus avait conservé sur lui un certain nombre de documents qui font que la police peut resserrer son étau autour des francs-tireurs partisans de la MOI. Et par conséquent, ce 12 novembre 1943, alors que Rhino et ses camarades attaquent un transporteur de fonds de l'armée allemande, et la police est là. La police est présente, la police française est présente, elle ouvre le feu sur les partisans. Il y a un échange de tirs et lors de la fusillade, les partisans sont arrêtés et Rhino particulièrement est blessé. Il est blessé au rein et c'est à ce moment-là donc dans cette traque globale des FTP-MOI que Rhino tombe. Et il est blessé au rein, donc il va être hospitalisé avant d'être emprisonné. Et je crois que on en parlera après. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne figure pas sur la photo de l'affiche rouge. C'est bien ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Effectivement, une des hypothèses possibles et à notre avis la plus probable qui explique son absence sur l'affiche rouge, mais on pourra y revenir, à savoir que Rhino, il y a une forme de décalage dans son arrestation puisque lui est blessé. Et que donc, il n'est pas directement emmené à la prison de Fresnes, enfin d'abord au dépôt, puis à la prison de Fresnes, comme le reste de ses camarades, de ce qu'on a appelé plus tard effectivement le groupe Manouchian, mais il est d'abord conduit à l'hôpital, donc c'est effectivement ce décalage à la fois chronologique et géographique qui peut expliquer effectivement son absence sur cet objet de propagande nazie très célèbre, devenu plus tard par détournement un symbole de la résistance qui est l'affiche rouge. Et simplement, je voulais rajouter, il est emmené conduit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, hein. Ça, il y a aucun souci, dans le quartier allemand, et ce qui fait que d'abord il est sous surveillance, mais n'oublions pas non plus qu'il se retrouve également ailleurs, et il se retrouve rue Sausset, c'est-à-dire là où est le Zippo SD, ou si l'on préfère, généralement on dit la Gestapo. Donc il
aussi remis aux autorités allemandes et pas simplement dans le cadre des brigades spéciales françaises. Il y a les deux, hein, et au moment de l'arrestation, il y a aussi des troupes allemandes qui sont là et qui arrivent, puisqu'il y a une caserne qui est non loin. Donc, il y a vraiment une souricière en tant que telle dans laquelle ils tombent, puisqu'ils ne savaient pas, bien sûr, qu'ils étaient attendus, qu'ils étaient repérés. Parce que là, c'est la grande, je dirais, qualité, je mets des gros guillemets, et efficacité des brigades spéciales. Denis Péchanski l'avait très bien montré, et puis également Jean-Marc Berlière, l'historien de la police. La police française, elle sait faire les filatures et les traques, et la traque, elles font ce qu'on appelle une toile d'araignée autour des différentes personnes, alors que la police allemande ne connaissait pas ça, et c'est quelque chose que la police française apprendra aux Allemands. Vous avez parlé de la Pitié-Salpêtrière, Jean. Je sais que donc dans le livre, dans vos sources, vous mentionnez les sources hospitalières. Oui. À quoi vous avez eu accès? C'est le registre des admissions ou est-ce que vous avez accès au dossier médical? Voilà. Alors on voulait avoir accès au registre d'admission. On l'a eu. Hein, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Ces archives des hôpitaux de Paris, archives publiques, et vraiment on remercie tous les services d'archives qui nous ont largement ouvert leurs portes pour cette recherche. Mais maintenant c'est quelque chose d'obtenu depuis décembre 2015. Hein, les archives de la Seconde Guerre mondiale sont ouvertes aux chercheurs. Elles étaient peut-être un peu plus difficilement auparavant. En tout cas, ce qu'on a pu obtenir, c'était les registres d'arrivée, hein, qui est-ce qui rentre à l'hôpital, qui est-ce qui sort de l'hôpital. Alors, il y a un nom qui ressemble à Rino Della Negra, c'est Dalla, mais le problème, on ne peut pas savoir si c'est lui ou pas lui, mais surtout, c'est que les archives du quartier allemand de la Salpêtrière ne sont pas aux archives des hôpitaux de Paris. Alors, bien sûr, on aurait peut-être pu avoir accès à son dossier médical, mais ce n'est pas celle-là qu'on a pu consulter. Voilà. Alors son procès et celui de l'ensemble du groupe se déroulent en février 1944, donc vous en fournissez quelques détails. Évidemment, c'est une vraie mascarade. Au départ, vous avez même pensé que tout s'était passé en une matinée et peut-être que ça s'est étalé sur quelques jours. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'ils avaient même eu des avocats désignés à ce procès. Hein, pour cette mascarade, les Allemands se sont donné la peine quand même de leur fournir des avocats. Et alors c'était qui? Alors, les avocats, c'est généralement des hommes de la troupe, hein, c'est tout simplement des soldats allemands qui sont commis d'office. Mais en revanche, ce qui est intéressant, et grâce à l'ouverture des archives dont je parlais tout à l'heure, et au service historique de la défense, il y a un dossier qui s'appelle procès Manoukian, et dans ce dossier, on a retrouvé l'acte d'accusation et comment s'est passé le procès le 15 février 1944 dans la salle royale de l'hôtel Continental, transformé, hein, comme souvent ce type de salle, en tribunal avec tenture noire. Enfin, on a plusieurs photographies d'autres procès qui ont eu lieu sur la période, et on a eh bien la liste des différents accusés, et lui il se retrouve, Rino, dans le premier groupe, hein, de ceux qui passent à 9h le matin, avec Manoukian, Fontano, Vichitz, avec qui il avait été arrêté, Rouxel, Salvadori, Cloarec, Lucarini et bien sûr Della Negra. Et dans cette liste, on voit non seulement le fait qu'il y a tout le groupe, mais qu'en face de son nom, il y a un K rajouté à la main, qui veut dire communiste. Et pour d'autres du groupe, il y a J rajouté à la main, juif, Juden. Et donc, on voit bien tout ce qu'il y a derrière la vision du complot judéo-bolchevique. Et surtout, ils sont jugés pour fait de francs-tireurs, c'est-à-dire ils ne sont pas considérés comme des combattants, ils sont considérés comme des lâches qui tirent dans le dos, et la seule solution, bien sûr, c'est de les exécuter. Mais ce qui est intéressant aussi sur cette archive du procès, c'est qu'on a pu retrouver qui étaient les juges. Et en quelque sorte, on n'avait pas les noms. Hein. C'est le docteur Eckhart, c'est Hebler, qui était présent comme juge SS nazi et membre du parti nazi. Rien qu'à la lecture de son nom, on se doute qu'il ne l'a pas défendu avec beaucoup d'ardeur. Et donc Rino a eu droit, comme tous les membres du groupe, à 2 lettres avant son exécution, puisque sans surprise, ils ont tous été condamnés à mort. Et vous les reproduisez dans le livre, et ça c'est vraiment un moment fort de la lecture. Elles sont très émouvantes. Il en envoie une à son frère, dans laquelle il lui donne des consignes et une liste de personnes à aller voir en gros après son décès, et puis une à ses parents qu'il tente de rassurer. Je reproduis juste une petite phrase
de cette lettre. Donc il dit que à ses parents, la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Soyez aussi courageux que moi. Les membres du groupe vont être exécutés au Mont Valérien le 21 février 1944. On a retrouvé des photos bien plus tard de cette exécution. Est-ce que vous pouvez nous dire, Dimitri, dans quelles circonstances elles sont réapparues? Ouais, c'est des photographies en fait qui ont été prises clandestinement, bien évidemment, par un soldat, un caporal, je crois, de l'armée allemande. Et ces photographies, elles sont très importantes parce que ça fait partie des très rares photographies d'exécution que nous avons, et elles sont en même temps terribles à regarder, terribles à voir, parce que on voit des hommes, voilà, dont on a retracé l'histoire et la vie. Et on les voit dans leurs ultimes moments, et c'est vraiment des images des images très fortes, et c'est je crois Serge Klarsfeld qui les avait réexhumées plus tard. C'est en 2009 que Serge Klarsfeld avait retrouvé ces photographies, Voilà. et elles venaient en fin de compte d'un soldat allemand, Clemens Rüther, qui en 1985 décidait de les remettre. Voilà, l'abbé Stock qui Oui, était l'aumônier oui, Oui. valérien, et qui avant chaque exécution rencontrait les différents condamnés à mort, et leur donnait les derniers sacrements. Mais sur une chose dont on a parlé et sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, 10 secondes, vous avez donné l'émotion de la lettre à ses parents, et n'oublions pas qu'il a 20 ans, qui va sur sa 21e, il est dans sa 21e année, donc oui, c'est c'est ça. très jeune, il se Jeune. sacrifie très jeune, et dans la lettre à son frère, c'est là où il dit quand même d'aller dire l'adieu au Red Star, et donc à tous ses amis footballeurs, et on voit ces liens de sociabilité, et avec une sociabilité particulière, puisque il dit même à son frère d'aller prendre une cuite, c'est-à-dire et prenez tous une cuite en pensant à moi. Donc ça veut bien dire quelque part qu'il y a aussi la camaraderie, la fraternité, et bien sûr qui va au-delà de la mort, quoi. Et c'est vraiment très très émouvant. Vous aviez raison de le dire. Et il y a une partie, je précise en plus qu'une partie de cette lettre est reproduite sur une stèle qui est rue Rideau della Negra à Argenteuil, donc qu'on peut aller voir. Ces photos de l'exécution, alors elles sont assez floues, on les retrouve sur Internet. C'était un choix de ne pas les reproduire dans l'encart photographique du livre? Alors pour être parfaitement transparent, Hmm. la photographie, on a hésité. On a Hmm. hésité un moment. On a décidé que finalement cette photographie serait reproduite, mais elle le sera dans une prochaine édition. Voilà, pour des D'accord, raisons techniques, on n'a pas d'accord. pu l'insérer, mais on a hésité parce qu'effectivement, ce sont des images très fortes et très dures. Hmm. Mais pour nous, ce sont des documents d'histoire, et donc loin de tout voyeurisme, on pense que c'est aussi important de les présenter au public. Hmm. Et pour ajouter par rapport à ce que dit Dimitri, on a eu l'autorisation, bien sûr C'est classique, sûr. on a demandé le CPAD et au Mont Valérien et à l'association aussi qui gère tout ça. Donc on a eu tous les droits, mais on attendait d'avoir une meilleure définition et résolution du fichier, que pour l'instant on n'a pas eu, et puis peut-être dans une prochaine édition. Mais oui, elle peut s'y trouver, mais bon, on peut la décrire aussi. Peut-être pas trop en Euh, rajouter les dernières lettres, et puis ça tombe, le carton accompagnant ces vêtements tachés de sang qui revient après l'exécution par an. Bon voilà, c'est peut-être oui, faut pas non plus en rajouter sur le côté euh, oui, un peu voyeuriste. voyeuriste Donc le corps de Rino au départ est transporté au cimetière d'Ivry et puis Oui. ensuite sera rapatrié à Argenteuil. Alors après Et la là, libération, puisque après la libération. après la Et alors, libération, bien sûr, c'est ça oui, l'importance. Tous les fusillés oui, du Mont Valérien se retrouvent dans des fosses communes à Ivry-sur-Seine. En revanche, après la libération, donc après l'été 1944, la maman fait tout pour que le corps soit rapatrié d'Ivry-sur-Seine à Argenteuil. et dans ce qui a contribué à un peu asseoir l'héritage de Rino et de son groupe dans la mémoire, il y a on en a parlé un petit peu avant, de la fiche rouge. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter cette séquence qui a lieu donc après l'exécution et qui a été initiée par les Allemands, Dimitri? Oui, effectivement, tout le monde ou presque sait de quoi il s'agit quand on évoque la Hmm. fiche rouge. C'est donc un objet de propagande qui, ne l'oublions pas, était accompagné d'une brochure.
C'est pas seulement une affiche, l'affiche rouge, c'est aussi une brochure qui l'accompagne, et une brochure, à brochure comme affiche, qui tend en fait à criminaliser l'action des résistants des FTP-MOI, à les présenter d'abord comme des étrangers eux-mêmes manipulés par des puissances étrangères, et qui agissent comme des criminels aux mains d'un complot judéo-bolchevique. Quand on lit le texte de la brochure, hein, donc qui accompagne cette affiche, on est complètement dans le discours complotiste nazi qui tend à présenter ces individus comme la face émergée de l'iceberg du judéo-bolchevisme, pour reprendre les mots de leur propagande, qu'ils prétendent combattre depuis finalement 1917. Hein. Et donc, sur cette affiche figure un certain nombre en médaillons des portraits, et puis des photographies réelles ou reconstituées, réelles ou fictives, d'actions qu'auraient menées ces partisans, actions qui sont donc toujours présentées comme des actions non pas de guerre, non pas de résistance, mais de banditisme. Et au sein de cette propagande-là, Rhino, effectivement, alors pas sur ce qu'on appelle l'affiche rouge, mais un petit peu à côté, dans la presse, à la fois dans les communiqués des autorités allemandes, qui sont repris quasiment mot pour mot dans toute la presse collabo de l'époque. Vous l'aviez souligné tout à l'heure, Rhino est présenté en fait comme un jeune un peu paumé qui a refusé le STO parce qu'il voulait continuer à jouer au foot, et puis on lui a proposé de l'argent, donc il a bien voulu participer à des actions de résistance. En gros, on cherche, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à dépolitiser son geste, ce qui revient donc à le criminaliser, et donc on est dans les logiques de la propagande allemande. Simplement, cette propagande va louper son objectif, si je puis dire, parce que on n'est plus à une époque, on n'est plus dans un contexte où ça peut fonctionner au sein de la population. On est au printemps 1944. Exactement. Ouais. On est en 44. Jean a évoqué le tournant de l'année 43, avec notamment, pas que, mais notamment la victoire soviétique à Stalingrad. Et donc, l'opinion s'est globalement retournée et ne peut pas recevoir une telle propagande sans réagir. Par conséquent, ça va se retourner, et d'un symbole de propagande nazie va devenir un symbole de la résistance, et en particulier de la part prise par les étrangers ou par des ressortissants d'origine étrangère dans la libération du pays. À la libération et dans l'après-guerre immédiat, Jean, l'action et le souvenir du groupe de Rhino sont étroitement et peut-être même exclusivement liés à ce que vous appelez la galaxie communiste. Pourquoi cela? Pourquoi ce cloisonnement? Ce cloisonnement, d'abord, faut jamais perdre de vue qu'on a deux enjeux mémoriels au moment de la libération. Bien sûr, il y a un unanimisme, on va dire, du retour à la République, l'installation, le retour de la 4e République entre 1944 et 1946, lorsque les institutions sont véritablement installées. C'est la mise en œuvre du programme du CNR, dans un premier temps avec le général de Gaulle, et puis en janvier 46, il quitte le pouvoir. Et le tripartisme qui est là, c'est-à-dire les socialistes, les démocrates chrétiens du MRP et les communistes qui sont au gouvernement, Maurice Thorez en tête. N'oublions pas que le PC va avoir jusqu'à 12 ministres et secrétaires d'État sur la période, donc participe à la reconstruction du pays dans un unanimisme, mais aussi avec le mythe, bien sûr, et c'est bien connu, des 75 000 fusillés, mais c'est le parti qui a eu le plus de fusillés. Tout ça se joue dans les enjeux mémoriels et sacrificiels, mais en même temps se joue très tôt, très vite, la guerre froide, et donc vont s'opposer les mémoires gaullistes et les mémoires communistes, et de ce point de vue-là, il va être en quelque sorte le groupe Manoukian, comme les FTP-MOI, devenir simplement le symbole pour certains que de la résistance communiste. Et c'est que dans les 20 dernières années, disons, que la nation tout entière s'approprie progressivement ces figures. Et c'est également le cas du Red Star, j'ai l'impression. Il a été adopté plutôt sur le tard par le club. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui au sein du club, Dimitri? Alors, pour être précis, le Red Star, dès la libération, a participé à la mémoire, notamment en participant à une compétition sportive organisée par la FSGT en région parisienne qui se nommait Coupe Rino della Negra. Et qui est une compétition éphémère, c'est ça? Une compétition éphémère qui a duré de 1944
jusqu'environ au mi-temps des années 50. Et une dizaine d'années quand même, hein, une dizaine d'années. Oui, quand même. Oui, oui quand même, et malgré justement ce que Jean rappelait très justement, malgré ce contexte de guerre froide. Et c'est donc un club qui a remporté d'ailleurs, pour l'anecdote, à plusieurs reprises cette compétition-là. Et lors de la première compétition, la finale de la Coupe Rino della Negra oppose le club d'Argenteuil au Red Star, donc qui réunit symboliquement, si vous voulez, les deux grandes attaches sportives de Rino, et la coupe est ensuite offerte à la famille par les joueurs du Red Star qui sont sortis vainqueurs de cette première Coupe della Negra. Sauf qu'ensuite, vous avez raison, il y a le temps qui passe, il y a la mémoire qui s'efface, qui s'effrite, et puis les gens passent à autre chose, oublient ou veulent oublier, peu importe. Mais effectivement, au tournant des années 90-2000, il y a un historien local, Claude Devel, qui redécouvre, si je puis dire, qui réexhume la figure de Rino della Negra et son passage au Red Star. Et à ce moment-là, il y a un acteur très important de la mémoire de Rino qui va se manifester, ou plutôt devrais-je dire des acteurs qui vont se manifester. Ce sont les supporters du Red Star FC. Beaucoup plus que le club lui-même. Ce sont les supporters qui, au début des années 2000, vont réinvestir la mémoire de Rino et vont la rendre visible au point qu'aujourd'hui, cette visibilité a pu donner envie, par exemple, à deux historiens d'écrire un livre sur le sujet. C'est vraiment ce rôle central dans ces 20 dernières années des supporters organisés du Red Star Football Club qui a fait que Rino, si vous voulez, a été redécouvert et remis à sa juste place et à sa juste valeur dans les tribunes et dans la mémoire sportive de la banlieue parisienne. Et c'est justement sous l'impulsion des supporters que le stade Bauer, donc le mythique stade à Saint-Ouen du Red Star, s'est doté d'une tribune appelée Rino della Negra. Et vous y avez présenté votre livre, donc le 19 février dernier. Quel accueil a été réservé, et notamment de la part des plus jeunes? Est-ce qu'ils sont encore sensibles à cette histoire aujourd'hui, Jean? Oui, ils sont sensibles à plusieurs titres. Non seulement les supporters étaient là, et on remercie vraiment le club des supporters de nous avoir invités. Les autorités locales étaient là, députés, maires, enfin bon, peu importe, on avait tous les enjeux. Et le club en lui-même était représenté aussi par un ancien joueur de foot qui a un rôle d'éducateur et d'éducation populaire, Steve Marley. Donc il y a ces enjeux. Et puis il y a une deuxième participation peut-être encore plus forte qu'à Saint-Ouen, mais là c'est Dimitri qui pourra vous en parler mieux que moi parce qu'il a été invité par le club de Tremblay et là il a fait une conférence devant les jeunes et devant les jeunes footballeurs. Ce qui est toujours intéressant dans ces commémorations qui sont organisées chaque année par le collectif Red Star Bauer, donc les supporters organisés du Red Star, chaque année depuis 2004, hein, il faut quand même le rappeler, chaque année depuis 2004, une commémoration est organisée au stade ou aux abords du stade, et effectivement c'est une commémoration vivante et populaire dans le vrai sens du terme, où il y a des générations différentes qui se mêlent et où les jeunes générations de supporters sont vraiment partie prenante de ces enjeux à la fois historiques et mémoriels. Et puis oui, comme Jean le rappelait, saluons l'initiative du Tremblay Football Club et de la ville de Tremblay, hein, qui a offert des dizaines d'exemplaires du livre aux jeunes de leur club, aux jeunes d'ailleurs qui brillent actuellement sur les terrains, et je les salue, et qui m'ont écouté, avec qui j'ai passé une très très belle soirée pour leur présenter le parcours de Rino. Je voudrais terminer par une question à vous, Dimitri, parce que j'ai compris que de vous deux, c'était plutôt vous le footeux, et donc terminer sur une note un peu plus légère. Bon, vous savez que selon l'expression, en France, il y a 67 millions de sélectionneurs, et donc je vais vous demander de vous prêter au jeu. Vous pensez que si Rino n'avait pas connu son destin tragique, il aurait pu être sélectionné en équipe de France? Alors, je pense que nous sommes tous les deux footeux. Peut-être différemment, peut-être, mais je pense qu'on est tous les deux footeux et il ne faudrait pas prendre à la légère la culture foot de Monsieur Jean Vigreux, mais malgré sa modestie. Mais non, effectivement, c'est terrible en fait quand on étudie un tel personnage fauché en pleine jeunesse. C'est assez terrible parce que on imagine bien évidemment
la vie qu'il aurait pu avoir, on imagine la carrière qu'il aurait pu avoir, on imagine l'émotion qu'il aurait pu ressentir, et que nous, j'allais dire, mais je dis nous, c'est pour les spectateurs à travers les âges et à travers les générations, les spectateurs et les supporters, l'émotion que nous, on aurait pu ressentir en le voyant briller sur le terrain, et j'espère bien évidemment que Rino aurait eu sa place dans de belles équipes, et je pense qu'il aurait d'ailleurs pas oublié là d'où il venait. C'est-à-dire que Rino, c'est vraiment quelqu'un qui s'intègre dans une longue histoire populaire. Et je pense que ça, il faut jamais l'oublier. Et quand on regarde les sportifs, y compris de haut niveau, y compris pour certains parties prenantes de ce qu'on pourrait appeler un star system ou un football business, faut jamais oublier que ces gens-là évoluent dans une société qui est traversée de contradictions, qui est traversée de conflits, et que ces gens-là sont pas à part, et que donc ils ont une conscience, ils ont une capacité à agir et à réagir qu'il faut pas mépriser et qu'il faut pas mettre de côté un peu vite. Merci Dimitri. Jean, vous avez un mot de conclusion à rajouter ? Le destin brisé, quoi, et fauché d'un jeune footballeur pétri de talent. Vous avez rappelé ses performances de vitesse en seconde, un dribbleur hors pair, un buteur hors pair pendant plusieurs matchs sur les feuilles qu'on a retrouvées, ou même avant, lorsqu'il jouait pas au Red Star, mais à la JSA et d'autres clubs, c'était entre 2 et 3 buts par match. Donc voilà, un destin brisé d'un jeune issu, on pourrait dire, des quartiers populaires, comme l'a bien dit Dimitri, qui sait d'où il venait, etc. Et peut-être qu'il aurait pu avoir un destin, mais ça c'est une uchronie, hein, c'est autre chose. Voilà. On l'a dit, destin brisé à seulement 20 ans, malheureusement. Merci beaucoup Dimitri Manessis et Jean Vigreux. Je rappelle le titre de votre livre, donc Rino Della Negra, footballeur et partisan, aux éditions Libertalia, un livre au format de poche avec une très belle couverture. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je compte sur vous pour commenter, liker et vous abonner sur votre appli de podcast favorite et sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.